c'est le premier, c'est une série. Il va y avoir des formations comme ça toutes les semaines. Puis on est vraiment touchés. Puis merci à la Chambre de commerce d'avoir démontré autant d'intérêt pour cette activité-là. Thématique hyper festive. On en a besoin en ce moment. Le Prosecco. Donc, on remercie aussi chaleureusement le Consorzio Tutela Prosecco DOC, la Chambre de commerce italienne pour leur implication. Puis, on vous rappelle aussi que les surplus d'exploitation de cette formation-là, de toute cette série de formations-là, vont être réinvestis cet automne dans un projet de relance de notre industrie, vin, bière et spiritueux, et où, si on peut aussi impliquer la restauration, c'est vraiment chouette. Donc, on va d'abord inviter Luca Giavi, le directeur général du consortium, et Tania Baratine, responsable des communications, à nous adresser un petit mot de bienvenue pour cette formation-là. Tania? Luca? Yes. Hello. Hello, everybody. Nice to... Can you hear me? Yes. Yes. Hello. Nice to meet you. Nice to virtual meeting you all. And greetings from Italy, from the region of Veneto and the city of Treviso, as well as also a little bit of Venice from our background. Luca. Yes, I am. Ci sono. Bonjour et merci beaucoup d'être ici. Je suis Luca Giavi, je suis le directeur du consortium du Prosecco DOC. Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par Atois Québec pour le premier webinaire. Merci beaucoup en particulier à Catherine Lazare. C'est un plaisir pour nous. Encore merci à la Chambre de commerce italien au Québec pour avoir organisé ce webinaire. Et enfin, surtout, merci à Michel Bouffard, notre speaker, pour cette session. Le Canada est pour le Prosecco DOC un des marchés les plus importants. Dans les dernières 3 années, nous avons organisé avec la Chambre de commerce beaucoup d'activités de promotion, en particulier au Québec. Ces projets ont nous permis de porter différentes nouvelles marques de Prosecco DOC sur les étagères de la SAC, un résultat qui nous rend fiers. Le marché du Canada écoute de façon constante dans les 10 années qui nous ont suivi la reconnaissance de la dénomination Prosecco, parce que seulement en 2019, les ventes sont augmentées de 20%. En 2020, l'objectif de nos activités est de consolider notre présence sur le marché. C'est la même approche que nous avons pour les autres marchés internationaux. L'export du Prosecco représente presque 78% des ventes. C'est clair que dans la situation courante, nous avons dû restructurer notre stratégie d'exaction virtuelle dans le monde digital. Ça veut dire des séminaires d'éducation et de formation en ligne sur les différentes plateformes qui sont disponibles. Par exemple, Zoom, GoToMeeting, Teams, Facebook et Instagram Live. Maintenant, c'est vraiment très important de montrer que nous y sommes, maintenir les relations et les contacts et partager les expériences, même si nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne. Merci pour ce moment. Bonne continuation à tous. Au revoir. Grazie. Grazie. On veut aussi remercier Michel Bouffard. Michel, merci d'avoir pensé conjointement avec nous cette série de webinaires-là. On a fait beaucoup de brainstorm en début de crise, puis maintenant, on est capable de mettre ça en place. Merci beaucoup, Michel, pour ton implication. On est vraiment très fiers de collaborer avec toi. La parole est à toi, Michel. On peut débuter la formation. Merci. En fait, avant de commencer, je voulais juste vous remercier tout le monde. Merci à la Chambre de commerce. Merci, Catherine. Et quand je voyais tous vos petits écrans allumés, puis je vous voyais, ça me faisait chaud au cœur parce que je pense qu'on est tous un peu tannés d'être isolés. Comme vous le savez, je connais beaucoup d'entre vous. J'enseigne beaucoup dans la vie. C'est comme ça que je gagne ma vie en donnant des formations.
Et le plaisir d'enseigner, c'est d'avoir des gens devant nous en classe et d'échanger. Évidemment, avec le Zoom, puis pour des raisons de logistique, ça va être un petit peu plus difficile d'avoir vos réactions immédiates. Mais si vous avez des questions au cours de la présentation, posez des questions. Et moi, si je les vois pas parce que je suis occupée, Catherine va répéter les questions. Donc, ça va être important. Ça va aussi générer un peu d'humanité de conversation. Et lorsque j'enseigne, vous me donnez beaucoup d'énergie. Donc, j'espère que recevoir ces commentaires et ces questions. Avant de commencer, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y en a, j'ai vu une personne qui faisait santé ce matin, on va déguster en fin de session. Je voudrais savoir combien d'entre vous ont des vins avec eux. Est-ce que vous pouvez peut-être écrire, ça va juste donner une idée de combien de personnes qui ont un verre de Prosecco en phase 2 en ce moment. OK. OK, super. Bon, OK. Donc, quelqu'un entre vous. Parfait, super. OK. Bon, bien, on commence. Alors, s'il y a des petites hésitations, c'est que c'est la première fois que j'enseigne par Zoom avec un écran partagé. Donc, il va y avoir une petite adaptation. Alors, voilà. Comme certains d'entre eux le savent, je suis en ce moment dans la 2e année du cours du programme de Master Wine et une des choses que je fais, c'est que j'étudie les marchés partout dans le monde. Et je dois vous dire que depuis le début de mes études, un cas que je suis de très près, c'est vraiment le succès planétaire du Prosecco. C'est quand même assez impressionnant. Je pense que c'est un modèle pour tous lorsqu'on parle de succès mondial. Il n'y a pas grand vin qui arrive à ça. En fait, c'est quand même impressionnant de voir la rapidité à laquelle le Prosecco est devenu très populaire un peu partout dans le monde. Je me souviens en 2012, j'étais en voyage en Campanie. Et puis, évidemment, lorsqu'on voyage, par exemple, en France ou en Espagne, il y a une chasse gardée dans la région. On va à Rioja, on ne retrouvera pas des vins, par exemple, de Rumilly. Ça va être des vins de Rioja. Je crois qu'il y en a qui ont vos micros d'allumés. Je ne sais pas si on peut peut-être éteindre les micros. Michel. Je peux muter les gens. Donc, je me souviens, oui, donc je disais qu'il y a une chasse gardée un peu partout dans les vins de cette région-là. Et je me souviens d'être en Campanie, dans le sud, et j'arrivais d'une visite, et il y a quelqu'un qui est en voiture et qui fait la promotion du Prosecco, et on m'offre un verre de Prosecco. Et je me dis, mais je suis en Campanie, dans le sud, je ne suis pas dans le nord où on fait du Prosecco, c'est quand même étrange. Et je me suis rendu compte qu'un peu partout, déjà en 2012, déjà en Italie, les Italiens, le Prosecco, c'était une façon de vivre, c'était un synonyme de partage, de bonheur, de la dolce vita. Et je pense que les Italiens ont vraiment su partager, les gens du Prosecco, ce moment précieux de partage que signifie un petit peu le Prosecco. Et pourquoi il y a un succès planétaire? On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Évidemment, il y a un prix qui est très, très abordable. C'est facile à boire. Hein? C'est très, très facile à boire. C'est léger, c'est convivial. C'est accessible aussi un peu à toutes les populations. C'est très rare qu'on va voir, par exemple, je prends d'autres bulles. Je peux retrouver un verre de Prosecco dans un pub, dans une brasserie, autant que dans un hôtel 5 étoiles au verre. Et donc, c'est rare de dire que toutes les gens, peu importe le portefeuille, vont aller vers le Prosecco. Donc, ça aussi, c'est un phénomène intéressant parce que si on pense à d'autres bulles qui coûtent plus cher ou moins cher, on les réserve souvent dans certains créneaux, alors que le Prosecco est vraiment disponible dans tous les créneaux. Ça, c'est hyper intéressant. Évidemment, c'est l'ingrédient essentiel derrière le script du Vénitien et aussi qui est devenu un ingrédient essentiel pour les cocktails dont on va parler un petit peu plus tard dans la session. C'est intéressant de regarder les chiffres, la croissance assez rapide de production.
On regarde en 2014, on l'a mis en litres. Donc, on produit, la région de Prosecco fait plus de 200 millions de litres de Prosecco. Et regardez les chiffres de 2019. Alors, c'est assez impressionnant, la croissance de production. Et là, c'est le temps de mettre de répondre par écran. Mais je suis curieuse, si je vous demandais, d'après vous, c'était quoi la production, d'après vous, en bouteilles? Donc, juste pour vous donner une idée, 350 millions de litres, ça égale à 464 millions de bouteilles. C'était en 2018. Donc, ma question, c'est d'après vous, dans les années 90, on produisait en moyenne combien de bouteilles, d'après vous, de Prosecco? Vous pouvez répondre par... 100 millions. Bien? En tout cas, on a deux personnes qui... 100 millions? 100 millions, 50 millions. 100 millions, 50 millions. Oups! Là, j'ai un problème d'écran. Catherine, peux-tu répéter? Désolée, j'ai... On a deux personnes qui disent 100 millions. On a une personne qui dit 50 millions. Si vous pouvez faire répondre à tous, c'est... Alors, je vous dirais que c'est 20 millions. 20 millions de bouteilles. Oh. Donc, c'est impressionnant de passer dans les années 90 à 20 millions de bouteilles à aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu à 464 millions et plus de bouteilles par année. Donc, c'est une croissance impressionnante. Juste pour vous donner une idée, dans les années 2017-2018, on a planté dans la région 1200 hectares. Ça représente l'équivalent de la commune de Pauillac à Bordeaux, juste pour vous donner une idée. Donc, juste dans une année. Encore là, un chiffre assez impressionnant. J'ai pensé que mettre des chiffres qui se rapportent plus au Canada et au Québec serait intéressant pour vous. Donc, les exportations ont augmenté beaucoup dans les années 2016 et 2018. En général, au Canada, on a fait un bond de 56%. Énorme. Et là, j'ai mis les chiffres qu'on m'a donnés au Québec. Donc, la première ligne là, qui est en dollars, ça représente de avril 2017 à avril 2018. Et donc, et le deuxième chiffre, donc le 22 889, représente avril 2018 à avril 2019. Donc, on a eu une hausse de 21,1%. Et là, ensuite, vous pouvez voir la différence avec les caisses. Donc, ce qui est intéressant de constater, vous avez une hausse qui est plus importante en dollars qu'en nombre de caisses, même si dans les décos, on est en augmentation. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les gens sont quand même prêts à payer pour une bouteille qui coûte un peu plus cher, parce que le nombre de caisses est en hausse de 16%, alors que le dollar de 21,1%. Donc, ça aussi, c'est une information pertinente pour vous qui êtes sur la route et qui vendez des Prosecco aux clients. C'est intéressant, j'aurais aimé ça, on cherchait les chiffres depuis la COVID, parce que si vous avez un petit peu lu ce qui se passe un peu partout dans le monde et les tendances de consommation en ce moment, je lisais beaucoup d'articles qui disaient qu'en ce moment, les gens, bon, évidemment, se dirigent vers les produits locaux, et aussi, on voit une croissance de produits qui étaient très connus, très établis, donc des marques très connues qui avaient été un peu délaissées. On voit une croissance de ces produits-là dans les derniers mois depuis la COVID. Pourquoi? Parce qu'on dit que les gens, dans des périodes de crise, on retourne à des valeurs sûres. On est moins dans une position de vouloir explorer. Donc ça, c'est fascinant. C'est vraiment une tendance un peu partout dans le monde, c'est que les gens retournent vers des choses plus connues pour se réconforter. Par contre, le Prosecco, même si on voit une décroissance de consommation de bulles, on peut penser que parfois, c'est parce qu'une personne qui est toute seule, qui peut-être n'a pas le petit bouchon, justement, pour fermer la bouteille. Peut-être, et ça, il faut vraiment bien le communiquer en tant qu'agent, que c'est possible de boire une bouteille de bulles sur plusieurs jours. Donc, c'est peut-être pour ça. Il y a aussi qu'on parle beaucoup que les bulles sont associées au côté festif, alors qu'en ce moment, on est moins dans la célébration, on est plus dans le réconfort. Malgré tout, mondialement, il y a quand même une hausse de consommation de Prosecco, même si elle n'est pas aussi importante qu'on l'aurait prédit avant le début de la COVID.
On reviendra vers la fin de la session à des moyens en tant qu'agent en ce moment de justement peut-être promouvoir les bulles et le Prosecco en ce moment un peu plus difficile. Je vais juste aller voir parce que je vois qu'il y a plusieurs questions ici. C'est bon, on se demandait si quelqu'un avait les ventes de bulles et ou de Prosecco depuis la mi-mars. On va essayer d'obtenir ça, puis on va voir si on peut vous l'envoyer juste après à titre informatif. Oups, Voilà. Alors, on va regarder le territoire sur une carte sous peu, mais juste pour vous donner un petit peu aussi les chiffres, qu'est-ce que la région de Prosecco DOC représente. Aujourd'hui, on a 11 460 fermes, donc beaucoup de viticulteurs, beaucoup moins de producteurs. Donc, les producteurs achètent de viticulteurs, donc beaucoup moins de producteurs que de viticulteurs. Et on voit aujourd'hui le nombre de bouteilles qui est énorme. Intéressant aussi de voir le prix moyen à l'hectare qui continue de monter. Évidemment, les gens connaissent très bien la popularité du Prosecco, ce qui a fait monter la valeur des terres dans la région depuis le début de son ascension. Aussi intéressant, on pose souvent la question, est-ce que la région va continuer à s'étendre? Parce qu'il y a eu au cours du temps quand même un agrandissement de la région. Le consortium, le gouvernement a mis des règles pour quand même contrôler la quantité et la qualité. Donc aujourd'hui, même si ce serait possible de planter plus de vignes, on a limité un total pour l'instant de 24 450 hectares de Glera, surtout parce que c'est le cépage principal dans la région. Donc, même s'il y aurait une possibilité de planter plus de vignes, on a quand même mis un nombre maximum d'hectares qui peut être planté pour contrôler la quantité et la qualité. Alors, si on voit ici, on voit les Dolomites. Hein? Donc, c'est une région assez privilégiée. La région, elle est vraiment bien protégée. On voit les Dolomites ici qui protègent des vents du nord. Ensuite, on a aussi la mer Adriatique. Donc, on a un microclimat assez particulier. Très difficile de généraliser en tant que microclimat, en tant que sol aussi, parce que la prochaine slide en bon français va être la carte et vous allez voir que la région est assez grande. Donc, c'est difficile de dire le microclimat, les sols. La région en ce moment étudie beaucoup les sous-régions. Vous voyez, on a 9 provinces au total, hein, 5 dans la région de Vénétie et 4 provinces dans la région de Frioul, Vénétie-Julienne, comme vous le voyez à l'écran. Il y a des régions, par exemple, dans la vallée de Pau, où est-ce qu'on va avoir des sols beaucoup, beaucoup plus fertiles. Ensuite, tout près de la ville, tout près de la rivière Piave, on va avoir plus d'alluvions. Donc, plus de cailloux, un petit peu. Et ensuite, on aura des sables, par exemple, des sols plus sablonneux près de Venise. Pardon. Donc, de Venise. Donc, juste un portrait général pour vous dire que encore là, c'est très difficile de généraliser. Il y aura des côtés plus calcaires, des côtés plus argileux. Donc, c'est intéressant pour vous lorsque vous travaillez avec un producteur. Il y a des producteurs qui vont acheter, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs viticulteurs, ce qui veut dire qu'il y a des producteurs qui vont acheter d'un peu partout. D'autres qui vont faire du vin qu'à partir de leur propre vigne dans une section très localisée. Donc, lorsque vous travaillez sur un producteur pour bien comprendre le style du Prosecco, évidemment, il y a la méthode de production, il y a les cépages, mais le microclimat est important. Donc, posez des questions parce qu'on ne peut pas vraiment généraliser. C'est très, très vaste. Il y a des côtés plus escarpés. Il y a aussi beaucoup de plaines. On voit ici Treviso. On dit que il y a une grande majorité des vignes sont plantées à Treviso. Donc, important de connaître les sous-régions. Aujourd'hui, la formation est vraiment dédiée à Prosecco Doc. Donc, on va vraiment se concentrer là-dessus. Donc, je ne prendrai pas les questions sur le Prosecco DOCG et on n'abordera pas ça aujourd'hui, mais je trouvais que c'était important pour se remettre en contexte, de comprendre un petit peu la hiérarchie des appellations.
sont toutes des PDO, évidemment, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le Prosecco DOC. Donc, on a la carte ici qui démontre bien toute la région. Donc, comme vous pouvez voir, la région, on la voit ici, on la situe bien en Italie, qui est vraiment au nord-est du pays. Et on voit absolument toute la région, je le montre à l'écran, là, qui est assez grande, qui inclut le Friuli et Veneto. Donc, une très, très grande région. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller et de conduire, on se promène, il y a vraiment, là, on passe des plaines aux côtés très escarpés. C'est assez magnifique, mais encore là, très difficile de généraliser en tant que terroir. Alors, dans le Prosecco DOC, on a 2 mentions. Donc, vous allez voir parfois sur une étiquette, j'ai une bouteille ici. Okay? Donc, par exemple, cette bouteille ici indique que Treviso. Hein? Donc, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait 9 provinces. Il y a 2 provinces qui ont le droit de mettre le nom de la province sur l'étiquette. Treviso, Trieste. Donc, Trieste qui est dans la partie du Friuli, Treviso qui est dans la partie du Veneto et qui aussi représente la plus grande proportion de production. Donc, évidemment, il y a des règles pour qu'on puisse mettre les noms sur l'étiquette. Les raisins doivent provenir de ces régions-là, doivent être vinifiés dans ces régions-là et embouteillés dans ces régions-là respectives, donc Friuli et Veneto. On va revenir tout à l'heure, désolée, là, c'est en anglais, mais on a le droit à 18 tonnes par hectare. Donc, ça, c'est les rendements qui sont permis. On reviendra tout à l'heure au rendement lorsqu'on parlera de cépage. Donc, vous voyez ici, là, des petites collines, des plaines, alors que j'aurais pu prendre une autre photo qui aurait été des collines très, très escarpées. Donc, ça dépend vraiment, on est situé où dans la région. Pour ceux qui sont dans le domaine depuis très longtemps, peut-être que vous vous souvenez qu'à un moment, Prosecco, c'était aussi le nom du cépage. Hein. On dit que, on n'est pas certain, mais le mythe, ou en tout cas l'histoire, pense que le nom de Prosecco, qu'on appelait le nom du cépage, venait du village de Prosecco. Et donc, pendant longtemps, on appelait le cépage Prosecco. Évidemment, la région délimitée qui produisait du Prosecco s'est rendu compte que ces vins effervescents devenaient de plus en plus populaires, qu'on en produisait parfois à partir du même cépage, mais à l'extérieur de la zone. Donc, les gens voulaient protéger cette zone. Donc, on a renommé le cépage, on l'a nommé Glera. On a renommé le cépage et puis la région, on l'a nommé, on a bien délimité le DOC en 2009. C'est-à-dire que si aujourd'hui on produit un vin effervescent à partir du Glera, mais qui est à l'extérieur de la région, on ne peut pas l'appeler Prosecco DOC, on va l'appeler Glera IGT. Et donc, il y a plein d'autres appellations. Donc, l'appellation Prosecco DOC, elle existe depuis juillet 2009. Chaque bouteille doit avoir un sceau qui garantit l'origine. Dans des bouteilles exclusivement de verre, et ça, c'est important de le dire, avec le sceau et les bouteilles, je m'explique, on voit moins ça au Québec, mais parfois dans d'autres marchés, on va voir certains Prosecco en fût, par exemple. Donc, ils se vendent en fût, puis on l'appelle Prosecco. Ce n'est pas des Prosecco de la région. On ne serait pas techniquement censé les appeler Prosecco non plus. Donc vraiment, donc il y a des lois qui sont associées au Prosecco qui incluent les bouteilles avec le sceau d'origine. On va revenir aux caractéristiques des cépages qu'on utilise. Glera, qui est le cépage autochtone, on doit utiliser un minimum de 85 %. Il y a plusieurs des Prosecco qui sont 100 % Glera, par contre. Et on peut utiliser aussi d'autres cépages locaux et internationaux, dont le chardonnay, le pinot noir et le pinot gris. Intéressant, évidemment, dépendamment des producteurs auxquels vous parlez, il y a toujours différentes philosophies.
Il y en a qui s'opposent complètement aux cépages internationaux, qui pensent qu'on devrait vraiment se concentrer sur les cépages autochtones. D'autres qui aiment beaucoup ajouter une touche avec les cépages internationaux. Donc ça, évidemment, ça dépend de la philosophie des producteurs. Mais dans les deux cas, c'est permis. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, parfois vous allez voir Treviso ou Trieste sur les étiquettes. Et comme je le disais, on doit embouteiller. En fait, le produit doit être fait des vendanges jusqu'à l'embouteillage dans les régions respectives. Je demandais à des amis qui habitent dans la région et quelle est la différence entre Treviso et Trieste dans la bouteille et dans le verre. Personnellement, j'ai pas eu la chance d'en avoir des millions côte à côte. Et ensuite, il y a aussi beaucoup, même dans ces régions-là, il y a quand même des microclimats, il y a quand même des terroirs qui sont un petit peu variés. Puis il y a aussi les rendements qui vont changer. Il y a aussi la façon de faire du producteur. Donc, tout ça vient jouer. Mais en général, on va dire que le Treviso, il y a des notes plus de fleurs blanches, un petit peu plus fruitées, alors qu'on remarque à Trieste une minéralité plus prononcée. On a aussi des sols un peu plus pauvres, plus caillouteux. Donc ça, c'est la généralité. J'aurais aimé ça, lorsque je vous envoyais là, la possibilité de déguster plusieurs bulles. C'est très difficile de trouver des Triestés au Québec. Donc, chers agents, s'il y en a qui en ont, j'aimerais bien goûter. Mais on voit beaucoup de Treviso et ça fait du sens parce que la région est beaucoup plus grande. Donc, on voit plus de Treviso ici au Québec. Catherine, est-ce qu'il y a des questions dont je devrais répondre? Non, rien sur... en fait, tout le monde t'écoute. OK. D'intérêt, mais il y a quelques personnes qui ont posé la question si la présentation va être disponible après. Et oui. Juste après, on vous envoie par email la présentation. Alors, Glera, la plupart, évidemment, des consommateurs ne connaissent pas Glera, c'est le nom du cépage. Glera, si vous faites un peu vos geeks du vin et que vous cherchez un peu plus loin, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs Glera. Il y a le Glera Tonda. Glera Tonda, c'est vraiment le Glera qu'on utilise en majorité pour la production de Prosecco. Glera Tonda, ça veut dire rond. Donc, c'est un cépage, comme vous le voyez, les raisins sont assez gros, sont plus ronds. C'est un cépage autochtone du nord-est de l'Italie. Le contrôle des rendements est important. On dit, tout à l'heure, je parlais des rendements qu'un maximum de 18 tonnes par hectare. Il y a certains producteurs qui disent que lorsqu'on limite trop les rendements, lorsqu'on réduit trop les rendements du Glera, ça accentue l'amertume du Glera. Le Glera, c'est un cépage qui a une amertume. C'est aussi pour ça que certains producteurs croient que de laisser un peu de sucre, c'est un avantage parce que justement, ça va équilibrer l'amertume du Glera. Donc ça, encore là, il y a différentes philosophies, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent des producteurs. Il y a une bonne accumulation de sucre avant les vendanges, mais pas tant. Donc, c'est aussi pour ça souvent qu'on va aller faire un assemblage avec d'autres cépages qui vont justement peut-être ajouter plus de structure, plus de corps. C'est un cépage qui donne un côté plus avec des notes de pêche, assez florales, on appelle semi-aromatique. Et comme je le disais, il faut faire attention à son côté amer, qui peut être assez amer. Alors là, je vous montre les autres cépages. Intéressant aussi de constater qu'à une époque, les Prosecco étaient faits à peu près d'un tiers Verdiso, un tiers Glera Tonda et un tiers Bianchetta. Aujourd'hui, ces autres cépages qu'on montre à l'écran en ce moment sont en plus petite proportion. J'ai jamais eu personnellement l'occasion de faire une dégustation
de vin tranquille, de vin clair de ces cépages-là. Mais j'ai parlé à des experts qui ont eu la chance de le faire à de multiples reprises et aussi à des producteurs et ils définissent chacun de ces cépages-là comme vous le voyez à l'écran. Donc, l'idée, c'est que chacun de ces cépages vient ajouter de la complexité et complémenter le Glera. Donc, le Verdizo, par exemple, qui est peut-être plus neutre, pas aussi aromatique, va ajouter de l'acidité, de la fraîcheur, alors que le Bianchetta va justement donner beaucoup plus de structure au Glera, qui a tendance peut-être à être moins de structure. Pereira, je meurs d'envie d'en goûter un à 100% parce qu'on dit que c'est des arômes assez irrésistibles de poire, donc assez charmeurs, un côté aromatique très, très intéressant. Et il y a aussi, vous allez peut-être voir lorsque vous lisez les fiches techniques, Glera Lunga. Glera Lunga, c'est pas le Glera dont on parle, là, le Glera, en parenthèse, Stunda, dont je vous parlais, qu'on utilise en 85%. C'est un autre cépage complètement différent. C'est deux cépages différents. Donc, le Glera Lunga, qui est aussi un cépage autochtone, on va l'utiliser en plus petite portion. Là, évidemment, on va voir tout à l'heure les types de Prosecco. On va voir que des cépages, qu'il y a des Prosecco qui sont effervescents et une petite partie de Prosecco tranquille. Pour la technique de vinification qui est à l'écran, évidemment, ça se rapporte au vin effervescent. Nous, on appelle ça la méthode Charmat, la méthode de vinification. Les Italiens vous diront, mais Michel, c'est la méthode Martinotti qui a été nommée lorsque les gens ont découvert cette méthode, qui ont élaboré les Prosecco à partir de cette méthode. Il est important de savoir, si vous connaissez par exemple les champagnes ou d'autres vins à méthode traditionnelle, la deuxième fermentation se passe en bouteille. C'est pas toujours la meilleure méthode de production selon le type de bulle qu'on va faire. Rappelez-vous au début, lorsqu'on parlait pourquoi le Prosecco est si populaire et si accessible, c'est parce qu'il est léger, c'est parce qu'il est fruité, c'est parce qu'il est aromatique, qu'il est facile à boire. Et tout ça est grâce non seulement au cépage, mais beaucoup aussi à la méthode de vinification. Donc, on va juste passer à la prochaine. Vous allez voir ici, on fait évidemment les vendanges, on va faire le foulage, on fait le pressurage. Ensuite, on va faire une fermentation régulière, donc on fait évidemment un vin tranquille. Et ensuite, on va transférer le vin dans des autoclaves pressurisées et auquel on va avoir ajouté des levures et du sucre. Donc, ça peut être, par exemple, du jus de canne à sucre. Donc, il y a plusieurs types de sucre qu'on peut ajouter. Et là, il y aura une deuxième fermentation qui se passe dans les autoclaves, donc dans des cuves pressurisées. La température maximum va être 18 degrés Celsius. Si vous vous souvenez de quelques cours de vinification, plus on vinifie à basse température, plus on aura ce côté plus floral, justement, ce côté plus fruité. Et ça, on le retrouve dans les Prosecco, donc grâce à la typicité du cépage qui est plus, justement, le Glera côté pêche florale, mais aussi de par la température de fermentation qu'on utilise avec les Prosecco. Il y en a qui vont utiliser, donc, température maximum de 18, mais beaucoup de producteurs vont vinifier à 13-14 degrés Celsius. Et tout ça est assez rapide. Hein? L'idée, c'est de mettre en marché un produit assez rapidement, qui est frais, qui est fait pour on peut le boire lorsqu'il est jeune, lorsqu'il est fruité. Et ensuite, on l'embouteille. Donc, si on retourne ici, hein? Donc, on voit que la deuxième fermentation dans les caves, dans les autoclaves pressurisées, le tout se produit environ entre 30 jours et ensuite on mettra la mise en bouteille. Donc, tout ça se fait assez rapidement et ça fait un vin qui est rempli de fraîcheur et fruité et assez agréable à boire, comme on le disait. Important de parler de tout ce que le consortium fait. En fait, ils sont très proactifs lorsqu'ils se produisent dans l'environnement. À la fin, j'ai un petit...
on va parler un petit peu des milléniaux, qui représentent quand même aujourd'hui 42% des consommateurs, hein, donc ce qui est énorme. C'est important de comprendre ce que les milléniaux cherchent. Vous êtes des agents qui cherchez à trouver des consommateurs pour vos vins. Alors, c'est important de comprendre qui achète ces vins. Et les milléniaux, lorsqu'on en parle à la fin, on se rend compte que l'environnement est au cœur de leurs valeurs et c'est très important. Alors, si vous avez des producteurs qui ont l'environnement au cœur, il faut le promouvoir et le consortium est très proactif, le consortium de Prosecco, lorsqu'il s'agit de l'environnement. Chaque année, en fait, il donne un guide aux producteurs qui va les aider justement à promouvoir la biodiversité, qui va leur donner des outils pour justement avoir un renforcement de la biodiversité. On a aussi ils font aussi partie d'un projet qu'on appelle le Mosaico Verde. En fait, ça, c'est un projet qui fait la promotion. En fait, on veut le redéveloppement de la forêt. Donc, en tout, pour une plantation de 300 000 arbres, donc on veut protéger la région. Évidemment, non, c'est hyper important, la reforestation, lorsqu'on parle de changement climatique. Donc, ça, c'est aussi important. Il y a aussi beaucoup de recherches qui sont faites en ce moment lorsqu'on parle des cépages. Avec les changements climatiques, il y a beaucoup de gens qui posent les questions, hein, qu'est-ce qui va arriver aux bulles? Parce qu'on sait que lorsqu'on fait des bulles, une des qualités principales qu'on veut, c'est l'acidité élevée. Évidemment, avec les changements climatiques, un peu partout dans le monde, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui va arriver avec ces bulles, dont l'acidité est un atout important. Donc, dans la région, il y a aussi des gens qui font des recherches sur les cépages, sur l'ensemble. Est-ce qu'il y aura d'autres cépages à l'avenir? Est-ce que le ratio de cépages sera différent? Donc, ça aussi, on évalue ça avec les terroirs. On a aussi interdit dans la région d'utiliser 3 ingrédients, on devrait dire produits chimiques importants, dont le glyphosate, dont on parle beaucoup, hein, donc que les producteurs ne peuvent plus utiliser. En tout, on parle qu'entre 4 et 5% des vignobles sont certifiés bio aujourd'hui. Il faut dire qu'il y en a plusieurs qui sont en conversion en ce moment. Et j'ai pas eu les chiffres, malheureusement, en lieu de raisonner, mais je sais qu'il y a beaucoup, justement parce que le consortium favorise beaucoup la biodiversité et donne des outils. Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont aussi en lieu de raisonner. Donc, j'avais pas les chiffres exacts pour ça. On a une question de Charles Lécuyer qui nous demande si les levures utilisées pour la prise de bulles sont les mêmes d'un producteur à l'autre pour la consistance de l'appellation ou bien chacun a sa propre recette? Ça varie. Ça varie de producteur, évidemment. Dans une région comme ça, souvent, il va y avoir les mêmes types de levures qui reviennent, mais ça varie de producteur en producteur. Mais dans des régions comme ça, lorsqu'on commence à parler, il y a souvent les mêmes types de levures qui sont utilisés. Et si vous voulez avoir les noms, je me souviens pas des noms par cœur, mais je l'ai quelque part, je pourrais vous faire un peu de recherche là-dessus. Merci. Il y a quelqu'un qui demande levure indigène? Jean-François. Je vais faire un petit peu plus de recherche là-dessus, mais de ce que j'en comprends et des questions que j'ai posées jusqu'à maintenant, ce que j'en comprends, c'est qu'on a moins de levure indigène, on a plus de levure... on a moins de levure indigène en général. Après, ça dépend des producteurs, de la grosseur du producteur. Certains petits producteurs vont aller vers des levures indigènes, mais généralement, lorsqu'on fait des vins, surtout en grande quantité, on veut, dans un temps limité, on veut contrôler le produit fini, on veut quelque chose qui est assez... dont on peut prédire le résultat. Donc, en général, c'est pas des levures indigènes. Les levures indigènes, ça va être plus les petits producteurs qui vont, en général, jouer avec ça. Il y a plusieurs types de Prosecco que vous allez retrouver sur le marché. Donc, le type qu'on retrouve le plus, c'est le Spumante, donc le Prosecco pétillant. On a plus de 3 bars, donc les vins qui sont les plus effervescents. C'est une grosse partie de la production, comme vous voyez les chiffres à l'écran. Ensuite, on a le Prosecco Frizzante, donc perlant. Donc,
juste légèrement pétillant. Et là, je me suis fait... Moi, j'ai appris quelque chose et peut-être que vous allez l'apprendre aussi ce matin parce que souvent, on dit, comme vous le savez, il y a une... Bon, parmi... pour ceux qui travaillent beaucoup dans la restauration, peut-être que vous voyez justement cet engouement des sommeliers à Montréal du Prosecco Col Fondo. Peut-être qu'on vous demande si vos producteurs en font. Hein, c'est les sommeliers dans les bars à vin un peu partout dans le monde sont fous de ça. C'est une petite partie de la production et les gens, souvent, on va dire Prosecco Col Fondo, mais en fait, c'est une marque de commerce qui a été qui est enregistrée par un petit producteur. Le mot qu'on devrait utiliser, c'est Frizzante con rifermazionate in bottiglia. Donc ça, en fait, c'est qu'on a la deuxième fermentation en bouteille. Hein? Donc là, on n'utilise pas du tout la méthode avec les autoclaves pressurisées. On fait une première fermentation, donc on fait un vin tranquille. Ensuite, on embouteille et la deuxième fermentation aura lieu en bouteille. Même si on en parle de plus en plus, qu'il y a beaucoup d'intérêt, ça demeure quand même une petite partie de la production. Ces vins-là, généralement, vont être secs. Et bien que les autres Prosecco sont faits pour être bu, on dit hein, dans les quelques premières années après, bon, généralement, on l'embouteille, ces vins-là sont prêts à boire. Les Col Fondo peuvent se bonifier une fois qu'ils sont mis en marché pour quelques années. Et généralement, ils vont dégager beaucoup de minéralité, une certaine salinité et généralement sont secs. Donc ça, pour vous qui allez dans les bars à vin et travailler avec les sommeliers, vous allez sans doute avoir cette demande. Et ce qui est intéressant avec ces vins, c'est qu'ils ne sont pas filtrés, sont pas dégorgés. Donc, pour ceux qui sont familiers avec la méthode traditionnelle, si vous regardez les champagnes qui font des vins avec méthode traditionnelle, généralement, on va faire un dégorgement, c'est-à-dire qu'on enlève les lits de la bouteille. Avec les Col Fondo, on vend la bouteille et c'est pas dégorgé. Donc, il y a encore les lits dans la bouteille. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Donc, alors, ça, vous allez les voir sur les étiquettes. Ce qu'on voit le plus dans le marché, c'est le brut et extra dry. Ça va être les deux types. Alors, ce que vous voyez, le gramme par litre de sucre résiduel, c'est le sucre qui reste. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la méthode de production, hein, lorsqu'on arrive dans les autoclaves et qu'il y a une deuxième fermentation qui se fait dans les autoclaves pressurisées, on va arrêter la fermentation en réduisant la température. Donc, on arrête la température. Hein, les Prosecco vont être entre 10 et 11 % d'alcool en général. On va voir tout à l'heure, là, ça varie. Mais en général, donc, on va arrêter la fermentation et on va laisser le sucre résiduel selon le type de Prosecco qu'on veut faire. Donc, et donc, si on met un brut nature ou un extra brut ou peu importe, on doit se soumettre à ces règles. Donc, ça, c'est... et vous voyez très bien qu'un extra brut et un brut nature peuvent se croiser parce qu'on peut avoir un extra brut à 3 grammes et on peut avoir un brut nature à 3 grammes aussi. Ça, c'est pas juste dans la région de Prosecco, hein, c'est un peu partout dans d'autres régions. Il y a souvent un croisement entre les différentes catégories. Brut nature, extra brut, c'est deux types de Prosecco qui sont nouveaux depuis 2018. Et c'est né parce que, justement, il y a une demande des consommateurs de plus en plus de Prosecco plus secs. Et donc, et ça se traduit quand même dans la production. Les producteurs le font de plus en plus. Donc, il y a vraiment une tendance à faire dans la région des Prosecco plus secs parce qu'il y a une demande aussi sur le marché de Prosecco qui sont plus secs. Et donc, vous voyez, donc les dry, les demi-secs, c'est quand même assez rare qu'on les voit sur le marché. Hein. Ce qu'on voit le plus là, ici au Québec, c'est brut, extra brut. Mais je vous dis, si vos producteurs vous proposent des bruts nature et des extra bruts, ça vaut la peine de travailler avec ces cuvées-là parce qu'il y a vraiment une demande des consommateurs. Et moi, quand je voulais chercher ces vins pour faire la dégustation, aujourd'hui, j'avais beaucoup de difficultés. Très difficile à en trouver à la SAQ. Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là.
Millesimato, qui veut dire vintage, millésime. Donc, millésime, ça vient que d'un seul millésime. C'est intéressant parce que dans d'autres régions du monde, c'était essentiel de bâtir les cuvées sur des non millésimés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des millésimes très difficiles, puis on avait recours aux millésimes qui étaient plus mûrs pour faire un assemblage et pour donner aux consommateurs un vin qui est équilibré entre les millésimes plus mûrs et moins mûrs. C'est pas nécessairement le cas dans la région, même si les millésimes sont importants, on n'a pas autant de difficultés d'atteindre la maturité que d'autres régions. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que chaque année, il y a environ 80% des Prosecco qui sont faits, en fait, qui pourraient avoir un millésime sur l'étiquette si on le voulait. Mais c'est une question de marketing, donc ils ont plein de producteurs qui, même sur leur Prosecco est issu d'un millésime et qui pourraient porter un millésime sur l'étiquette, vont décider de ne pas mettre de millésime sur l'étiquette. Donc ça, c'est intéressant. Si on décide de mettre un millésime sur l'étiquette, il faut que 85% du vin soit issu de ce millésime-là. Donc, voilà. Alors, je vous demanderais peut-être, ce serait intéressant si vous voulez allumer vos écrans de nouveau et peut-être vos micros. Je sais qu'on enregistre, mais je pense que ce serait intéressant de faire cette partie peut-être avec micro et pour ceux qui ont du vin, qui ont des bulles devant eux. Hein, il n'était jamais trop tôt pour commencer. C'est une belle façon de commencer un jeudi matin en confinement. Est-ce qu'il y en a qui ont plus qu'un Prosecco devant eux? Si vous voulez allumer vos micros. Non, j'ai juste un. Et pour ceux qui en ont, pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous avez comme type de Prosecco? Un Prosecco vegan bio. OK. Et est-ce que c'est un brut, un extra dry? Ça vient de quelle région? Un extra brut. Vino spumante bianco extra brut, longue Charma méthode. La Jara. Extra brut? Ben, je suis vraiment jalouse. C'est super, c'est super. J'en prendrais une bouteille 51,19 Papineau. Alors, qui parlait? J'ai comme pas vu qui parlait parce que c'est comme pas montré à mon écran. Jean-François Ouellette. Jean-François, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu bois un peu? Est-ce que, donc, il est à combien? Est-ce qu'il est complètement à zéro? Est-ce que tu sais le sucre? De sucre résiduel, c'est ça. C'est pas un produit que je représente. C'est un produit qui m'a été donné. Donc, je le connais pas exactement. OK. Et qu'est-ce que tu retrouves dans le verre? Un côté floral, un petit côté banane. Les bulles sont très fines. La couleur dorée, comme on peut dire, si on recommence comme il faut, couleur dorée, les bulles sont fines. Le niveau d'alcool est à 12, je pense que c'est 12% d'alcool. Donc, c'est très léger, très prosecco, très festif pour commencer la journée, là. Je pense que c'est un bon prosecco pour commencer la journée. Ben, en fait, puis c'est ça, je pense que ces vins-là sont tellement versatiles. En fait, ils sont tout le temps appropriés. Ils sont tout le temps à propos. Tu parles du brunch. On va faire un petit peu d'accord mes vins plus tard, mais je dis toujours à mes amis, ceux qui font les mimosas, là, je leur dis toujours, je vous juge pas. Prenez juste une bonne bouteille. Le coût du jus d'orange puis de la bouteille, ça va goûter la même chose qu'une bonne bouteille de toute façon. Et c'est léger, un vin comme ça. On peut comprendre pourquoi ces vins-là, tout ce que tu dis en fait, qui est floral, qui est léger, les bulles qui sont fines, c'est tellement accessible. Puis on peut comprendre le succès mondial du Prosecco quand tu le décris. On veut tous en boire, même si pour ceux qui n'en ont pas, désolé. J'ai vu qu'il y en a qui buvaient des smoothies. Je suis désolée. Nous, on boit du Prosecco ce matin. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des bulles devant eux? Oui? Non? Non? Jean-François, on est les seuls, je crois, qui boivent ce matin. Alors, on va boire à votre santé. Moi, devant moi, je me suis amusée. Je me suis rendu compte que j'ai 4 bouteilles devant moi et 3 des bouteilles sont des Treviso.
Et donc, ça démontre aussi qu'une grande partie de la production est vraiment, on la retrouve beaucoup à la SAQ, mais ça démontre aussi qu'une grande partie des Prosecco DOC sont faites quand même dans la région de Treviso. Donc, je pense que l'offre qu'on voit à la SAQ témoigne de la réalité aussi dans la région. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi, moi, je me suis promenée, j'avais pas d'extra brut, je me suis promenée entre le brut et l'extra brut. Et j'ai 2 millisimatos. Et c'est intéressant de voir. Hein, je pense que, puis ça, on le voit beaucoup au Québec, les gens sont beaucoup obsédés par le sucre. Il y a des gens qui vont dire « Ah non, mais c'est 2 grammes de sucre, il y a quand même du sucre », alors qu'ils ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Ils vont voir le sucre sur la SAQ, puis ils sont... Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Du moment où le sucre est équilibré par l'acidité, c'est ça qui est important. Par exemple, j'ai mon dernier vin que j'ai devant moi, qui est un brut extra dry de Valdo, et qui est un millisimato, qui est quand même à 15 grammes, qui est très, très bien équilibré parce qu'il y a une matière, parce qu'il y a une concentration d'arôme et parce qu'il y a une acidité, justement. Donc, je pense que ça, je sais pas, puis je serais curieuse que vous êtes des agents, donc ce serait important peut-être d'ouvrir vos micros. Je serais intéressée de connaître un peu votre expérience lorsque vous êtes sur la route avec les clients. Est-ce qu'ils sont obsédés par le sucre lorsque vous vendez du Prosecco ou pas autant que des vins tranquilles? Jackie, je pense que... Oui? Oui, c'est une priorité, le sucre. C'est une priorité. Ah oui, c'est une des 3 choses qu'on demande en premier, c'est le taux de sucre. Et comment est-ce qu'on arrive comment est-ce qu'on arrive à vendre ces Prosecco, justement, qui ont quand même un sucre souvent... Après, on essaie de faire des accords vin aimé, c'est sûr, mais c'est toujours difficile. C'est toujours assez difficile. C'est une question de persuasion, je présume. C'est toujours, juste pour seconder Jackie, c'est le gramme de sucre. Après ça, la deuxième chose qu'on entend, je suis keto. Alors, il faut que je boive 2 grammes de sucre au litre et moins. Alors, c'est vraiment, eux autres, c'est spécifique. T'as beau leur expliquer que c'est la balance entre le sucre et l'acidité, que c'est important, mais les gens sont vraiment stickés sur le chiffre. C'est comme à un moment donné, c'était le taux d'alcool. Là, maintenant, c'est rendu le sucre. C'est 2 grammes de sucre au litre, that's it. Puis ce qui est drôle là-dedans aussi, c'est de boire un Prosecco avec très peu de sucre, accompagné d'un gros morceau de gâteau au chocolat avec 500 grammes de sucre dedans. C'est un peu paradoxal, quoi. Oui, absolument. Ou des gens qui prennent leur café le matin, qui mettent du sucre, mais on ne peut pas avoir du sucre dans le vin. Donc, je pense que c'est peut-être, même si les ventes du Prosecco sont en ascension, je sais qu'au Québec, c'est quelque chose dont les gens sont absolument obsédés parce que justement la SAQ met le sucre résiduel sur le site. Les gens vont voir, les gens demandent. Donc, je pense que ça, il y a vraiment beaucoup de travail à faire dans ce sens pour continuer justement à s'assurer des bonnes ventes du Prosecco. On avait Audrey qui mentionnait que c'était aussi demandé via le grand public là, sur les réseaux sociaux pour les vins tranquilles et les vins mousseux. Donc, c'est généralisé. Oui, c'est général, absolument, c'est général. Là, évidemment, je parle de Prosecco, mais oui, absolument, c'est général. C'est tous les vins, les gens le demandent. Je suis tellement contente de vous voir, ça fait du bien, je ne sais pas vous, mais on s'ennuie. Je vois toutes je fais comme... je passe à travers vos petits visages, là, un après l'autre. C'est mon Dieu, je suis contente de vous voir. OK, super. On continue. Donc, pour ceux qui n'ont pas de Prosecco, nous, on va continuer à l'apprécier. Alors, ce que Jean-François disait très bien, léger, fruité, floral, des bulles qui sont délicates. Je n'ai pas de l'écrire, c'était écrit avant que tu le dises, mais c'était exactement ça. Et la touche de sucre qui est équilibrée justement par cette acidité et vraiment pour toutes les occasions. Ça, c'est vraiment, ça devrait... Alors, floral et fruit, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de Prosecco rosé? Est-ce que c'est permis? Je pense pas encore, ou cette année, je pense que ça va l'être, ou quelque chose comme ça. Alors, on est en attente. Hein? On est en attente. La COVID retarde
le Prosecco rosé. Donc, ça a été proposé. Il y a un cahier des charges qui a été proposé. C'est très favorable. On est pas mal sûr que ça va être approuvé. On espérait que les producteurs espéraient être capables de faire du Prosecco rosé dans le millésime 2020. Est-ce que ça se passera? Parce que là, justement, toute la bureaucratie est un peu retardée avec la pandémie. Mais il y a un cahier des charges ferme qui a été voté favorablement pour aller de l'avant. On est en attente. Donc, on n'aura pas jusqu'à ce moment-ci, là, c'est pas possible. On est en attente. Alors, qu'est-ce que le cahier des charges propose? Alors, ce sera du Glera en assemblage avec du Pinot Nero, qui est le Pinot Noir. Et le Pinot Noir devra être vinifié ce sera en rouge et il devra avoir un pourcentage de 10 à 15 %. Et c'est intéressant aussi de voir là, les rendements. Donc, les rendements permis pour le Glera demeurent le même, donc 18 tonnes par hectare, alors que le Pinot Nero, c'est 13,5. L'élaboration, donc c'est Martinotti, donc même chose, et en vente à partir du 1er janvier après les vendanges. On veut que la couleur soit rose ou plus pâle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils devront tous être millésimés. Donc, on n'aura pas de Prosecco rosé non millésimés, ils devront être millésimés. Lorsqu'on regardait tout à l'heure qu'on est rendu à 484 millions de bouteilles, ici, on voit qu'il y a une possibilité d'un autre 30 millions de bouteilles. Et ça, c'est intéressant aussi parce que je disais cette année, les gens se disent cette montée fulgurante que le Prosecco connaît et continue d'avoir. À un moment donné, on a vu qu'on avait quand même limité le nombre de vignes qu'on pouvait planter. Donc, les gens se disent, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que les gens vont se diriger ailleurs lorsqu'on va avoir atteint le maximum de nombre de bouteilles et qu'il y aura encore une demande pour les bulles, parce que les bulles, en général, c'est quand même une catégorie qui continue à prendre de l'importance sur les marchés, même si le Prosecco domine cette catégorie. Et donc, c'est sûr que les gens voient la production de Prosecco rosé comme un peu une réponse aussi à ça. Donc, une production de plus. À suivre. Alors, à la table, comme on disait, c'est très, très versatile. Est-ce que vous pouvez me partager peut-être des accords que vous partagez avec vos clients, avec vos sommeliers, avec... Des assiettes de charcuterie à partager. C'est le festif, c'est le partage. C'est aussi facile que ça avec le Prosecco. Oui. Antipasti. Antipasti. Quoi d'autre? Vous êtes gênés ce matin? Des fruits de mer aussi, ça serait bien. C'est bien aussi. Oui, les fruits de mer. Les fruits de mer, je pense au ceviche de pétoncle avec un peu de mangue. On fait des fois des ceviches de fruits de mer avec des fruits. Même des salades, on prend l'été s'en vient. On a tous les produits locaux. On va avoir des fruits. Donc, si on fait une salade, par exemple, fromage de chèvre et poivre, fromage de chèvre et fraises. Donc, c'est intéressant aussi. Avec des sushis, c'est bien aussi. Avec des petits produits exotiques, c'est bien aussi. Ouais. Absolument. Surtout les Prosecco plus secs. On a quelqu'un qui parle des calmars frits. J'ai faim. Calmars frits. Moi aussi, vous me donnez faim. La cuisine épicée aussi. La cuisine un peu plus épicée, lorsqu'on a un Prosecco qui est plus aromatique, un petit peu de sucre résiduel, ça peut très, très bien aller aussi. Puis, en fait, on parlait de toutes les occasions. Des fois, un Prosecco plus sec, juste avec un film de Netflix, puis un sac de chips. Ça demande juste d'aller à la SAQ, d'aller chercher un sac de chips et ça fait le travail. Donc, toutes des choses qu'on peut mettre dans la tête des gens pendant ce moment de pandémie où on veut se réconforter. Je sais qu'il y a des gens qui cuisinent de plus en plus en ce moment, mais il y a aussi des gens qui sont comme « OK, je cuisine depuis 6 semaines, matin, midi, soir pour ma famille, j'en ai un peu marre, je veux quand même me faire plaisir. » Donc, il y a quand même des solutions assez rapides qui peuvent faire plaisir. Avec des pâtes, Michel, ou en fait, avec tout, ça peut remplacer l'eau? Ça peut remplacer l'eau! Ben oui, je vous disais, moi, j'ai 2 verres en ce moment, là.
Oui, c'est ça, ça peut remplacer l'eau, absolument. Les pâtes, les risottos, hein, les risottos de fruits de mer, les risottos, surtout si on met un petit peu de zeste de citron, les risottos aux asperges peut être très favorable aussi, très délicieux. Les desserts aussi. Les gens, des fois, ils ont mangé, puis ils ont peur de retourner au blanc. Les gens, souvent, ils se disent, on a pris du rouge pour ça, on ne peut pas vraiment retourner au blanc ou aux bulles. C'est faux. Hein? On peut facilement retourner au blanc ou aux bulles. En fait, ça donne un peu une pause aux papilles gustatives, ça les réveille de nouveau, ça les éveille de nouveau. Les desserts, les tartes aux poires, les tartes à thym, si on va vers les Prosecco, justement, qui ont un petit peu plus de sucre résiduel, ça, c'est vraiment des bijoux à la table, au dessert. C'est pas trop élevé en alcool et c'est une belle façon de terminer la soirée. Donc, ça, c'est aussi... Puis, seul, on le dit depuis tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui est très flexible, très versatile. Mais les Prosecco, même ce matin, on déguste, j'ai craché, mais la première gorgée, je l'ai quand même avalée. Et c'est le matin, j'ai pas l'impression que j'ai besoin d'avoir quelque chose. Il y a des vins qui demandent des mets, alors que le Prosecco, oui, il est versatile, mais on peut le boire avec les mets, mais on peut le boire facilement seul. Bon, en préliminaire aussi, avec son amoureux, son amoureuse, c'est pas mal aussi. Et en apéro, préliminaire, j'adore. J'adore. Catherine, on va garder ça à l'enregistrement. Mais oui. Je me suis amusée un peu. Si vous allez sur le site Prosecco, de Prosecco, ils ont plein de recettes. Alors, ça aussi, si vous voulez partager sur les réseaux sociaux en ce moment des idées pour vos clients qui sont à la maison, qui cuisinent, qui ne savent plus quoi cuisiner. Il y a vraiment des belles idées de recettes sur le site avec le Prosecco. Donc, je vous invite à aller voir. Je trouvais ça important. Les milléniaux me fascinent parce que je suis dans l'étude des marchés jour et nuit avec mes études, mais c'est aussi un sujet qui m'intéresse. Et donc, je trouve intéressant d'en parler puisque ça représente quand même 42% des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? On sait que l'environnement est au cœur de leurs valeurs. Donc ça, il faut en parler. Si vous avez un produit qui est fait selon avec une conscience environnementale, il faut en parler, il faut l'utiliser. Ensuite, ils consomment moins, mais mieux. On a la tendance que des fois, ils sont plus jeunes, ils ont moins d'argent. En fait, ils vont payer plus si le produit est selon leurs valeurs. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Pourquoi ils ont adopté les bulles et dont le Prosecco aussi, c'est vraiment parce que c'est synonyme de spontanéité. Vraiment le moment présent, hein, le YOLO, le fameux hashtag YOLO. Là. Le moment présent, c'est le partage, c'est la spontanéité. Dans les vieilles générations, souvent on disait non, mais les bulles sont réservées pour un moment spécial, pour les fêtes, pour le 31 décembre. On ne peut pas ouvrir une bouteille de bulles le lundi, alors qu'au fait, le prix est le même. Mais il y avait cette mentalité des gens qui résident encore dans les vieilles générations. Ça ne se passe pas chez moi, je vous assure. Mais les milléniaux sont moins comme ça, sont vraiment non, c'est maintenant. Donc ça aussi, ça fait en sorte qu'ils ont adopté les bulles et qu'ils ont un amour pour les bulles qui est très présent. Et les cocktails. On aime beaucoup les cocktails. Hein? Évidemment, en ce moment, l'environnement, mais aussi les produits locaux, on met beaucoup de l'avant les produits locaux pour aider les gens du Québec à survivre. Donc, je vais vous mettre, avant d'aller... Je voulais juste peut-être dire, j'ai pensé à ça hier, je me disais... dans les cocktails, on peut faire plein de choses qui mettent de l'avant les produits locaux avec les bulles, avec le Prosecco. Je sais que certains d'entre vous, par exemple, ont du gin dans les portfolios. Je pense à Sébastien, mais d'autres. Vous pouvez faire, par exemple, un de mes cocktails préférés, c'est gin, c'est le French 75. Hein? Qui est très simple, qui est fait avec... vous pouvez chercher les recettes sur Internet, mais c'est fait avec du gin, avec des... Généralement, on dit champagne, mais en Prosecco. On peut faire Prosecco, gin. On prend un gin local, par exemple, du citron. Puis, généralement, on peut remplacer
le jus de canne à sucre par le sirop d'érable. Donc, on peut faire une version locale, justement. Donc, ça peut être une façon de promouvoir, justement, les produits du Québec. Je pense à la liqueur de cassis du Québec. On fait de la belle liqueur de cassis. Alors, pourquoi pas présenter le kir avec entre l'Italie et le Québec? Hein? Donc, peut-être mettre de l'avant, justement, donc, les produits d'ici avec les Prosecco que vous avez dans votre portfolio. Ensuite, si vous voulez, puis je pense qu'il y a aussi, je sais pas, mais moi j'ai beaucoup d'amis qui sont pas du tout dans le vin, mais qui ont pris ce temps qu'on a de plus pour faire du pain, mais aussi pour faire des cocktails. Hein? J'ai plein d'amis là, qui sont allés s'équiper, puis sont en train de faire des cocktails. Et donc, c'est vraiment le fun. Moi aussi, je me suis mis à faire des cocktails parce que j'ai plus de temps et c'est hyper intéressant. Alors, je vais aller avec vous. Puis là, je vous mets ici, il y a vraiment plein de recettes hyper intéressantes. OK? Je vais y aller parce que je peux vous partager mon écran pour vous amener. Alors, si vous allez sur le site du Prosecco, il y a une page cocktail. On a presque fini. Je sais qu'on est 9 minutes en retard, là, mais on a presque fini. Alors, si vous allez dans la section Prosecco et vous allez dans la section cocktail, bougez pas. Mais voyons. Il y a toutes les recettes détaillées. Selon vos goûts, il y en a qui ont plus de fruits, il y en a qui sont moins fruités, il y en a qui sont plus faciles à faire, d'autres qui sont plus élaborés. Donc, vous pouvez vraiment, puis vous voyez, là, il y a tout le temps des accords mets-vins avec ça. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Mon préféré, là, pour les amis des amers, là, qui est une version un peu Negroni, qui est avec du vermouth, du Campari, et vous faites votre... donc ça, c'est hyper intéressant. Vous faites votre propre gelée de Campari. Donc, pourquoi pas partager justement ces idées avec vos gens, avec vos clients qui ont du temps en ce moment, puis qui vont peut-être garder ces habitudes aussi après le confinement. Je pense qu'il y a plein de gens qui réalisent de nouveaux amours qu'on n'avait pas le temps de découvrir, que ce soit à la table, que ce soit dans le vin, dans les cocktails. Et je pense que c'est le temps justement de mettre de l'avant et de partager ces découvertes. Il y a quelqu'un qui demande, Michel, Julie demande, quel est le potentiel de garde pour un Mélisée-Mato? Ben, en général, les Mélisée-Mato, c'est pas comme les fermentations en bouteille. Les fermentations en bouteille vont se bonifier quelques années, une fois qu'en bouteille. Mais les Prosecco, en général, même ceux qui viennent d'un millésime, c'est fait pour boire quand ils sont jeunes, quand ils sont frais. Comme de l'eau. Comme de l'eau. Oui, Catherine. Alors, on a terminé la présentation, mais je voulais savoir, c'est la période de questions. Est-ce que des questions, si vous voulez allumer peut-être vos micros, vos écrans pour que je puisse vous voir de nouveau? Oui, non? Merci Une belle présentation. Merci beaucoup. C'est très fun. Ouais. Merci. Écoute, je pense que c'est aussi, c'est bon pour mon moral aussi de tous vous voir ce matin. J'ai hâte de vous retrouver. Il va y avoir une formation par semaine, donc j'espère qu'on va pouvoir vous revoir. Puis si vous avez des amis qui ont manqué la formation, elle va être disponible en ligne et Catherine va vous envoyer aussi la présentation PowerPoint que j'ai faite, donc vous allez avoir accès à la PowerPoint. PowerPoint. Magnifique. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Santé. Merci, bye. Attendez! On va vous envoyer la présentation la semaine prochaine. C'est viticulture durable en Californie. Est-ce qu'on a encore Tania et Luca qui sont avec nous? Yes. Yes. Hello. Still someone here or just everybody has left? Infiniment à vous deux. Merci à Roxana aussi pour cette confiance-là. Je ne sais pas si Luca ou Tania, vous voulez un petit mot de la fin.
Tanya? Yes. Okay. I would like to say really thank you to Michelle for this great presentation about Prosecco DOC. And thank you, of course, to Catherine for Track Quebec for giving us this really important occasion. And of course, the Chamber of Commerce for making this happen. I think that this kind of virtual tasting will be the future for next month, and this could also be an opportunity to improve both by the side of the speaker, but also from the side of the attenders, to develop, we can say, new skills in really the art of also speaking about wine, in making entertainment, in sharing, of course, and keeping good vibes in a very tough moment like this one we are facing worldwide. So thank you, everybody, for joining us. I think that this was really a great webinar, and I hope everyone is also satisfied as we are, and wish you just to stay safe, to enjoy your free time, and of course to cheers always with a glass of Prosecco DOC. Thank you again to all of you. Ciao, arrivederci. Thank you. Grazie mille. Chile. Bye, everyone. Bye bye. Grazie mille. Thank you. Ciao a tutti. Catherine. Bye, Tanya. Ciao. Bye. Ciao, ciao. 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 Ciao.